Ok, dans cette troisième vidéo sur le cours, dans ce troisième vidéo du chapitre sur la topologie, on va parler du voisinage, de l'intérieur, de l'adhérence et de euh, d'autres concepts de topologie. Tout d'abord, on va commencer par le voisinage. Soit une partie de E et petit a un point dans E, on dit que A est un voisinage de petit a s'il existe un R strictement plus grand que 0, tel que la boule ouverte centrée en A de rayon R soit inclus dans A. C'est-à-dire si on... Oula. C'est-à-dire si ça c'est A, et ça c'est le point A est un voisinage de A, si on peut trouver une boule centrée en A de rayon aussi petit que l'on veut, tant que il existe une boule centrée en A qui soit inclus dans grand A est un voisinage de A. Et l'ensemble des voisinages de A est noté V de A. Une autre façon équivalente de définir le voisinage serait de dire que grand A est un voisinage de petit a s'il existe un ouvert O dans E, tel que A soit inclus dans l'ouvert O qui est inclus dans A. Donc, donc la définition en haut, c'est juste un cas particulier de la définition en bas, parce qu'une boule ouverte, c'est un ouvert. Ensuite, donc comme pour les... Dans le chapitre sur les suites, il y a beaucoup de définitions où l'inégalité stricte peut être remplacée par l'inégalité relative. Et là, c'est pareil. Dans la plupart des définitions dans le cours sur la topologie, on peut remplacer la boule ouverte par la boule fermée. Et on revient à la même chose. Évidemment, si A est un voisinage de A, alors appartient à grand A, parce que la boule centrée en A de rayon R contient petit a. Et un ouvert est un voisinage de chacun de ces points parce que, par définition, un ouvert, c'est un ensemble où, si on prend n'importe quel vecteur dans l'ouvert, on peut toujours trouver une boule ouverte centrée en ce vecteur qui est inclus dans l'ouvert. Ensuite, une propriété qui n'est pas très importante, c'est juste une propriété de base, une propriété simple qui est l'intersection finie, une intersection finie de voisinage de A et d'un voisinage de A. Donc la preuve de cela, c'est très similaire à la preuve pour une intersection finie de ouvert. Donc je ne vais pas faire la preuve, mais vous pouvez le faire si vous pouvez le faire pour vérifier que vous avez bien compris comment on a démontré qu'une intersection finie de ouvert est un ouvert. Ensuite, on va parler de l'intérieur. Donc, si A est un voisinage de A, on dit que le point petit a est intérieur à l'ensemble grand A. Et l'ensemble des points intérieurs à A est noté int de A ou A avec un rond. Donc là, c'est pas, on voit pas très bien, mais c'est A avec un rond au-dessus. Visuellement, prendre l'intérieur d'un ensemble consiste à enlever sa peau. C'est-à-dire, par exemple, si on prend cet ensemble-là, eh bien, lorsqu'on prend l'intérieur, on arrive à cet ensemble, c'est-à-dire l'ensemble privé de sa frontière. L'intérieur de A, c'est le plus grand ouvert inclus dans A, et A est ouvert si et seulement si A est égal à son intérieur. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. A est un ouvert si et seulement si il est égal à son intérieur. Remarque, un ouvert est un voisinage de chacun de ces points. Il est clair que pour tout ouvert O, on a l'intérieur de O qui est égal à O. Parce que, euh, parce que par définition, si on prend n'importe quel élément de O,
comme O est un ouvert, on peut trouver une boule centrée en cet élément qui soit inclus dans O. Donc, si on prend n'importe quel point de O, ce point appartient à son intérieur. Donc, l'intérieur d'un ouvert, c'est l'ouvert lui-même. Pour que grand A soit un voisinage de A, il est nécessaire que A appartient à grand A, parce que une boule centrée en A contient évidemment A. Donc on a l'intérieur de A qui est inclus dans A. Et si A est inclus dans B, alors l'intérieur de A est inclus dans l'intérieur de B, parce que si on prend un vecteur, si on prend un point dans A, tel qu'on peut trouver une boule centrée en ce vecteur, qui soit inclus dans A, eh bien, comme A est inclus dans B, cette boule est évidemment aussi inclus dans B, donc l'intérieur de A est inclus dans l'intérieur de B. Ensuite, on va parler de l'adhérence. Donc, on dit que un vecteur X, un point X, est adhérent à A si et seulement si, pour tout R strictement positif, la boule centrée en X de rayon A intersectée à A est différente de 0. Et l'ensemble des points adhérents à A est noté AD de A ou A bar. La première remarque, c'est que, donc, on l'a dit tout à l'heure, l'intérieur de A est inclus dans A. On a une propriété supplémentaire qui est que A est inclus dans l'adhérence de A. Ensuite, pourquoi ? Parce que si on prend n'importe quel élément de A, eh bien, une boule centrée en cet élément de rayon quelconque, intersecté à A, contient l'élément lui-même, parce que l'élément appartient à A. Donc, n'importe quel élément de A appartient à son adhérence. Ensuite, un point X appartient à l'adhérence de A si et seulement si la distance entre X et A est égale à 0. Donc, si on fait un dessin, si ça c'est A, si pas l'absurde, donc si la distance entre X et A est plus grand que 0, strictement plus grand que 0, si on prend X ici, eh bien on peut trouver une boule ouverte centrée en X telle que cette boule intersectée à A, eh bien ça fasse le vide. Donc c'est absurde. Donc si X appartient à l'adhérence de A, cela implique que la distance entre le point X et A soit égale à 0 et réciproquement. On l'a dit tout à l'heure, prendre l'intérieur d'un ensemble, visuellement ça s'interprète comme enlever sa peau. Eh bien, prendre l'adhérence d'un ensemble, visuellement, c'est lui donner une peau. Donc, prendre l'intérieur, c'est enlever sa peau. Prendre l'adhérence, c'est lui donner une peau. Alors, il est très important de noter que les ensembles, enfin les parties de O ne sont pas soit ouverts, soit fermés. Par exemple, si on prend une boule où à gauche on a la peau et à droite on n'a pas la frontière, alors ça c'est ni ouvert ni fermé. Et donc une conséquence de la remarque 3, c'est que l'adhérence d'une boule ouverte, c'est la boule fermée centrée au même vecteur et de même rayon. Et de plus, l'intérieur de la boule fermée centrée en X de rayon R, c'est la boule ouverte centrée en X de rayon R. Et donc
un ensemble est ouvert si et seulement si il est égal à son intérieur, et un ensemble est fermé si et seulement si il est égal à son adhérence. Ça, c'est aussi très important, il faut le retenir. Ensuite, on va parler de la caractérisation séquentielle de l'adhérence. Donc, lorsqu'on a un ensemble A et un point quelconque, comment est-ce qu'on peut montrer que ce point-là appartient à l'adhérence de A? Donc, X est adhérent à A, c'est-à-dire X appartient à l'adhérence de A, si et seulement si il existe une suite AN à valeur dans A, telle que AN converge vers X. On va montrer cette propriété. Donc pour cela, on a besoin d'utiliser la remarque 2 qui est que X appartient à l'adhérence de A si et seulement si la distance entre X et A est égale à 0. Donc, preuve, soit X un élément de l'adhérence de A. Donc comme il s'agit d'une équivalence, on va montrer les deux sens. D'abord l'implication et la réciproque de l'implication. Soit X un élément de l'adhérence de A. Donc on sait que la distance entre X et A est égale à 0. Alors, pour tout n appartenant à n étoiles, il existe un A, donc il existe un AN dans A tel que la distance entre X et AN soit inférieure ou égale à 1 sur n. Parce que la distance entre X et A, c'est la partie inférieure de l'ensemble des distances entre X et Y, où Y est un élément de A. Et donc, puisque 1 sur n est strictement supérieur à 0, il existe donc on peut trouver un élément de A tel que la distance entre X et AN soit inférieure à 1 sur n. Et comme ça, on peut construire une suite à valeur dans A. Donc, comme la norme de AN moins X est inférieure à 1 sur n, est supérieure à 0, et que 1 sur n, lorsque n tend vers plus l'infini, tend vers 0, on a, en vertu du théorème d'encadrement, la norme de AN moins X qui tend également vers 0. Donc, AN tend vers X. Et réciproquement, s'il existe une suite AN à valeur dans A, telle que AN tend vers X, il faut montrer que X est adhérent à A, et pour cela, on montre que la distance entre X et A est égale à 0. Donc, si AN tend vers X, alors la distance entre AN et X, eh bien, ça tend vers 0, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, comme la distance entre X et AN est toujours supérieure à la distance entre X et A, parce que c'est la partie inférieure de l'ensemble des distances entre X et un élément quelconque de A, et AN appartient à A. Et ça, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que la distance entre X et A est supérieure ou égale à 0, et la distance entre X et AN, lorsque n tend vers plus l'infini, tend vers 0. En vertu du théorème d'encadrement, on a ça, puisque c'est une constante, ça tend vers 0, donc c'est égal à 0. Donc, X appartient à l'adhérence de A. Ensuite, comme une partie de A est fermée si et seulement si il est égal à son adhérence, on peut déduire la propriété suivante qui est la caractérisation séquentielle d'un fermé. C'est-à-dire avec ça, on peut montrer qu'un ensemble est fermé avec les suites. Donc,
Une sous-partie de E A est informée si et seulement si, pour toute suite à valeur dans A convergente, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de AN appartient à A. Donc, euh, donc ça c'est très important. Je vais mettre des étoiles. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, l'intérieur de A est inclus dans A, qui est inclus dans l'adhérence de A. Donc, l'intérieur de A est inclus dans l'adhérence de A, et on introduit une nouvelle définition qui est la frontière. Donc, soit A a une partie de E, on appelle frontière de A, noté FR de A, l'ensemble qui est défini par l'adhérence de A, qui est défini par le complémentaire de l'intérieur de A dans l'adhérence de A, c'est-à-dire l'adhérence de A à qui on enlève les éléments de l'intérieur de A. Donc, exemple, je vais changer de couleur. Exemple, on sait que pour une boule centrée en X de rayon R, que la boule soit fermée ou ouverte, son intérieur c'est la boule ouverte et son adhérence c'est la boule fermée. Donc la frontière de la boule ouverte centrée en X de rayon R et la frontière de la boule fermée centrée en X de rayon R, c'est égal aux sphères centrées en X de rayon R. Et une autre remarque, c'est que pour tout élément A de E, on a l'intérieur de A union le frontière de A qui est donc ça c'est égal à l'adhérence de A union le complémentaire de l'adhérence de A dans E qui est égal à l'ensemble E. Et ça s'appelle une partition de E. C'est-à-dire si on prend n'importe quel élément X de E, eh bien X il appartient à l'intérieur de A, soit il appartient à la frontière de A, soit il appartient au complémentaire de l'adhérence de A, et il ne peut pas appartenir à la fois à deux ou à trois ensembles parmi ces trois ensembles-là. Donc ça, c'est une partition de E. Ensuite, on va parler de la densité. Soit A un élément de E et soit A une partie de E, une partie D de E est dit dense dans A si A appartient à l'adhérence de D. Et on a trois propriétés suivantes on a trois assertions suivantes qui sont équivalentes pour dire que D est dense dans A. Tout d'abord, A appartient à l'adhérence de D. A est inclus dans l'adhérence de D. Et 2, pour tout A dans grand A, pour tout R strictement plus grand que 0, il existe X un élément de D tel que la distance entre A et X soit inférieure ou égale à R. Et la troisième assertion, c'est pour tout A un élément de grand A, il existe une suite Xn à valeur dans D telle que Xn converge vers A. Donc, par manque de temps, on va pas faire la démonstration ici. Vous savez quoi, je vais la faire. Je vais faire la démonstration. Tout d'abord, on va faire 1 implique 2. Implique 2. Donc si
si D est dense dans A, c'est-à-dire, par définition, si D est inclus dans l'adhérence de A, alors, pour tout élément A de A, grand A, la distance entre A et D est égale à 0. Et ça, par définition, c'est la partie inférieure de l'ensemble des éléments AX, où X appartient à D. Et ça implique immédiatement la deuxième assertion. Ensuite, on va montrer que l'assertion 2 implique l'assertion 3. Donc, si on prend n'importe quel réel strictement positif, on peut trouver un élément de D tel que la distance entre A et cet élément soit inférieure à R. Donc, si on remplace R par 1 sur N, donc 2 implique 3. Si on remplace R par 1 sur N, soit A un élément de A, alors pour tout N dans N étoile, il existe un Xn dans D tel que la distance entre Xn et A soit inférieure ou égale à 1 sur N. Donc, Xn tend vers A. Parce que la distance entre Xn et A est supérieure ou égale à 0, qui est inférieure ou égale à 1 sur N. Et 1 sur N, ça tend vers 0. On utilise le théorème d'encadrement et on trouve que la distance entre Xn et A tend vers 0. Donc Xn tend vers A. Et donc on a trouvé une suite dans D, à valeur dans D, telle que cette suite converge vers A. Et enfin, on va faire 3 implique 1. Donc, si pour tout élément A de grand A, il existe une suite Xn à valeur dans D, telle que Xn converge vers A, alors la distance entre A et D est égale à 0. Pourquoi ? Parce que, en effet, si on fait pas l'absurde, si on suppose que la distance entre A et D est supérieure à 0, alors si on prend epsilon qui est égal à la distance entre A et D divisé par 2, alors il existe un n0 dans n tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, la distance entre xn et A soit inférieure ou égale à epsilon parce que xn tend vers A. Et ça, c'est strictement inférieur à la distance entre A et D, ce qui est absurde parce que xn, ça appartient à D. Donc, on a montré que 1 implique 2, 2 implique 3 et que 3 implique 1. Donc, les propriétés, donc les assertions 1, 2, 3 ici, sont équivalentes. On a un exemple ici on a un exemple de densité qui est que l'ensemble des rationnels est dense dans l'ensemble des réels. Et la preuve de ça, donc je ne vais pas faire une preuve très rigoureuse, je vais juste montrer comment ça marche. Donc, tout réel s'écrit comme (10 puissance n) fois la somme pour k allant de 0 à plus l'infini de ak 10 puissance moins k, où n est un élément de z et
AK appartient à 0,9. Ça s'appelle le développement décimal. Par exemple, si on prend 100 divisé par 3, qui est égal à 33,3333333, ça appartient à l'ensemble R. Et ça, c'est égal à 10 fois 1 fois la somme pour k allant de 0 à plus infini de 3 fois 10 puissance moins k. Et donc, soit un élément R de grand R, et si R est égal à 10 puissance n fois la somme pour k allant de 0 à plus d'infini de AK 10 puissance moins k, eh bien, pour montrer que Q est dense dans R, eh bien, on va trouver une suite à valeurs dans Q qui converge vers R. Donc, 10 puissance n, la somme pour k allant de 0 jusqu'à grand K de AK 10 puissance moins K, ça, c'est un rationnel parce que c'est une somme finie de rationnels fois un rationnel. Donc, on sait que l'ensemble des rationnels est stable par addition et par multiplication. Donc, ça appartient à l'ensemble grand Q. Or, ça, lorsque K tend vers plus l'infini, ça tend vers R. Donc, Q est dense dans R. Et maintenant, on va faire un autre exercice. On munit Mn, l'ensemble des matrices carrées de taille n, de la norme suivante. Soit P qui est égal à PIJ, où PIJ est la coordonnée à la IM ligne et à la JM colonne de la matrice P. Alors, la norme de P est égale au maximum de l'ensemble des modules des coordonnées PIJ de la matrice P. Il faut montrer que l'ensemble des matrices inversibles est dense dans Mn de R. Et pour cela, encore une fois, on va utiliser la caractérisation séquentielle de la densité. Donc ça, c'est c'est très important. On utilise quasiment toujours l'assertion 3 pour montrer qu'un ensemble est dense dans un autre ensemble. Ça, c'est la caractérisation séquentielle de la densité. Donc, on va montrer que si on prend n'importe quel élément de Mn de R, on va trouver une suite dans l'ensemble des matrices inversibles de taille n, telle que cette suite-là converge vers l'élément qu'on a pris. Donc, on va changer de couleur. On va rester avec la rose. Donc, si on prend M, on va prendre P. Si on prend P, un élément quelconque de Mn de R, alors le déterminant de P moins x fois i est un polynôme. Or, on sait qu'un polynôme ne peut avoir qu'un nombre fini de racines, c'est-à-dire un nombre fini de nombres lambda, tel que le polynôme appliqué à lambda fasse 0. Donc, il possède un nombre fini de racines Donc, si on prend le déterminant de P moins 1 sur n de i, eh bien ça, c'est quelque chose qui est non nul à partir d'un certain rang, parce que comme le déterminant de P moins xi
possède un nombre fini de racines, à partir d'un certain moment, eh bien les 1 sur n, à partir d'un certain rang, ne seront plus racines du polynôme. Et non nul à partir d'un certain rang. C'est-à-dire, il existe un n0 tel que pour tout n plus grand ou égal à n0, le déterminant de p moins 1 sur n de i sera différent de 0, donc p moins 1 sur n de i sera un élément de GLN de R. Donc si on prend la suite un qui est égal à p moins 1 sur n plus n0 fois i, alors un est une suite à valeur dans GLN de R, parce que ça, pour tout n plus grand ou égal à 0, ça appartient à GLN de R, l'ensemble des matrices inversibles, et un tend vers P. Parce qu'avec la norme qu'on prend, on a la distance entre P moins 1 sur n de i moins P qui est égal à 1 sur n, et ça tend vers 0. Donc, GLN de R, l'ensemble des matrices inversibles, est dense dans Mn de R. Ensuite, on va parler de la notion de domination de normes. Donc, soit N1 et N2, deux normes sur E. On dit que la norme N1 est dominée par la norme N2 s'il existe un réel alpha strictement positif, tel que pour tout x dans E, N1 de x est inférieur ou égal à alpha fois N2 de x. Et si N1 et N2 sont deux normes telles que N1 est dominé par N2, alors tout de suite qui convergent pour N2 convergent également pour N1. Donc on sait que la convergence d'une suite n'est pas une propriété intrinsèque à la suite, mais quelque chose qui dépend de la norme, quelque chose qui dépend de la distance et par conséquent de la norme qu'on prend. Et cette propriété-là, c'est très intéressant parce que avec la domination, on peut montrer que une suite converge pour les deux normes en montrant sa convergence pour une seule norme. Et la preuve de ça, c'est que donc si un converge vers L pour la norme N2, un étant une suite, alors comme la distance entre un et L pour la norme 1 est inférieure à la distance entre un et L pour la norme N2 fois alpha, et que ça tend vers 0, et 0 c'est égal à 0. En vertu du théorème d'encadrement, on a la norme 1 de un moins L, qui est la distance entre un et L pour la norme 1, qui tend également vers 0. Donc, un converge vers L pour la norme N1 également. Donc, ensuite, on va parler de l'équivalence. Donc, soit N1 et N2 de normes,
on dit que N1 et N2 sont équivalentes si N1 est dominé par N2 et N2 est dominé par N1. Une autre façon d'écrire ça, c'est qu'il existe alpha et bêta de réels strictement positives. Ça, c'est strictement positif, tel que N1 est inférieur à alpha fois N2, inférieur à bêta fois N1. Et comme on sait que lorsque N1 est dominé par N2, une suite qui converge vers N2 converge vers N1, alors si N1 et N2 sont deux normes équivalentes, alors une suite converge vers N1 si et seulement si elle converge vers N2. Par conséquent, pour montrer que deux normes ne sont pas équivalentes, on peut trouver une suite qui converge pour une norme mais qui ne converge pas pour l'autre norme. Et on va donner un exemple ici. Donc, on veut montrer que N1 et N infini, la norme 1 et la norme infinie ne sont pas équivalentes sur l'ensemble des fonctions continues qui vont de 0 à 1 vers R. Donc on rappelle ce que ça veut dire la norme 1. La norme 1 d'une fonction f, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de f. Et la norme infinie de f, c'est égal au sup de la valeur absolue de f de x, où x appartient à l'intervalle 0,1. Donc, si on prend fn, une suite de vecteurs, c'est-à-dire une suite de fonctions dans cet espace-là, définie par qui vont de 0, 1 dans R, et qui à x associe x puissance n, alors Fn est une suite à valeur dans cet espace. Si on prend la norme 1 de f, ça c'est l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de x puissance n, qui est égale à, donc si on l'intègre, ça fait 1 sur n plus 1. Et ça, lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc, Fn tend vers 0 pour la norme 1. Donc, quand on parle de 0, c'est évidemment la fonction 0, c'est-à-dire la fonction qui a tout x associe le réel 0. Or, quand on prend la norme infinie de Fn, donc ça c'est égal au sup de x puissance n à la valeur absolue, où x appartient à 0,1. Et ça, c'est égal à 1 qui est différent de 0. Donc, Fn ne converge pas vers 0 pour la norme infinie. Donc, la norme infinie n'est pas équivalente à la norme 1. On a une propriété très très importante en dimension finie, qui est que lorsqu'on a un espace vectoriel normé de dimension finie, toutes les normes sur sont équivalentes. C'est-à-dire une suite qui converge pour une norme converge également pour une autre norme. Et une suite qui ne converge pas pour une norme ne converge pas pour une autre norme. Et donc, si on travaille sur un espace vectoriel normé de dimension finie, pour montrer qu'une suite converge, lorsqu'on travaille en dimension finie, on peut choisir la norme que l'on veut. En général, on choisit la norme la plus facile à manipuler. Par exemple, si on veut montrer que 1 demi puissance n, 1 demi puissance n, 1 demi puissance 2n, 1 demi puissance 3n, jusqu'à 1 demi puissance 100 fois n. Donc ça, c'est un élément à valeur dans
k puissance n. C'est une suite à valeur dans k puissance n. Donc, si on veut montrer que ça converge vers 0, on va prendre la norme la plus facile à manipuler. On va pas prendre la norme 1, on va pas sommer tout ça. On va pas prendre la norme 2 non plus. On va pas faire on va pas faire une somme et prendre la racine. La norme la plus simple, c'est la norme infinie. Donc, si on dit que ça, c'est xn moins 0 à la norme infinie, c'est égal à 1 demi puissance n. Parce que ça, c'est l'élément le plus grand dans tous les coordonnées de cette suite-là. Et ça tend vers 0. Et ça, c'est super. Et ça tend vers 0. Donc, xn converge vers l'élément 0. Donc, quand on parle de l'élément 0, c'est le vecteur 0 dans l'espace k puissance n. Et donc, comme ça converge pour la norme infinie, ça converge pour n'importe quelle norme. Donc, en dimension finie, on n'a pas besoin d'écrire que c'est pour la norme infinie, parce que ça converge en fait pour n'importe quelle norme. On a juste choisi de travailler avec la norme la plus simple à manipuler.